Le 13 juin, les élections européennes. Quel est le véritable enjeu du scrutin? Pourquoi les Français semblent indifférents? Question posée à François Bayrou, Hollande, Robert Rue, Nicolas Sarkozy, lundi dans une édition spéciale de Mots croisés. Quelles sont leurs différences? Sont leurs projets pour l'Europe, pour la France? Les leçons du conflit au Kosovo, la lutte contre le chômage, l'Europe sociale? François Bayrou, François Hollande, Robert Rue, Nicolas Sarkozy, interpellés par Charles Pasqua, Jean-Marie Le Pen, Arlette Laguillet et Bruno Maigret. Le grand débat des Européennes, c'est dans Mots croisés, lundi soir sur France 2. Bouillon de culture avec la FNAC. Bonsoir à tous. Cette soirée spéciale sur Antenne 2 consacrée à Aimé Jacquet se poursuit par une émission spéciale de Bouillon de culture intitulée, oh je ne suis pas allé chercher loin le titre, Tapis vert tout simplement, après tapis rouge. Alors tapis vert pourquoi? Parce qu'à cause du gazon évidemment des terrains de football, et puis aussi parce que Aimé Jacquet, bonsoir, parce que vous avez porté pendant 12 années le maillot vert de l'équipe de l'AS Saint-Étienne. Alors vous avez 5 titres de champion de France et 2 Coupes de France comme joueur avec l'AS Saint-Étienne, et puis 3 titres de champion de France et 2 Coupes de France comme entraîneur avec l'équipe de Bordeaux, et puis au cas où on l'aurait oublié, un titre de champion du monde avec l'équipe de France comme entraîneur. Alors cela valait bien le récit de votre vie, Ma vie pour une étoile, publié conjointement par Robert Laffont et Plomb. C'est un livre qui a été écrit par votre ami qui dirige le service de presse de la FFF, c'est-à-dire Fédération Française de Football, je le dis pour ceux qui ne sauraient pas, c'est-à-dire Philippe Tournon. Ma vie pour une étoile, peut-être faut-il expliquer ce que ça veut dire une étoile? Eh bien, c'est l'étoile que l'on porte maintenant sur le maillot de l'équipe de France, et puis peut-être c'est l'étoile à atteindre, donc il y a un petit clin d'œil à cette projection. Oui, c'est-à-dire que toute équipe qui a gagné la Coupe du Monde a le droit ensuite de mettre une étoile sur et puis elle est à vie. Voilà, elle est à vie. Alors j'ajoute que je voudrais dédier cette émission à Bernard Père, journaliste sportif sur France 2, qui est décédé récemment et dont j'avais pu apprécier, notamment lors des Coupes du Monde de football et spécialement à Mexico, où nous faisions équipe de commentateurs, j'avais apprécié, outre son professionnalisme bien sûr, mais son bonheur de vivre et son amitié. Alors, quelle impression avez-vous gardé de l'émission qui vient de nous précéder c'est du showbiz? Oui, c'est l'émotion, parce que là, on retrouve les copains, Mitterrand, tout Bosquier, donc ça, on se replonge dans les années vertes. Oui. Donc c'est une émission qui avait beaucoup de vie. Très bien. Alors, vous avez vu que vous avez été l'enjeu d'une bataille entre TF1 et France 2. Le Figaro, ce matin, évoque la violence du duel, d'énormes pressions de TF1 pour que les joueurs ne participent pas à l'émission de Drucker. Et alors, comment avez-vous vécu cette bataille des chaînes et finalement, dont vous êtes l'enjeu, ce qui est d'ailleurs très honorable, hein? Non, je suis un petit peu déçu, mais j'avais fait une promesse à Michel Drucker, que je connais depuis tellement longtemps, et il m'a vu jouer sur le maillot vert dans des grands matchs, dont un à Glasgow, qui nous est resté dans la mémoire. Non, j'avais dit, je ne ferai pas d'émission avant la fin de la Coupe du Monde, avant qu'on ait gagné cette Coupe du Monde. Chose promise, chose due. Et puis, bon, je sais très bien, j'étais un petit peu gêné que l'équipe de France a été soutenue par TF1 et qu'ils m'ont permis toujours de bien m'exprimer. Mais je n'ai pas vu une censure ou quoi que ce soit. Au contraire, c'était vouloir faire plaisir à un copain que je connais depuis tellement longtemps. Enfin bon, vous avez eu quand même des joueurs, oui, vous avez quand même eu. Enfin, vous avez dû les appeler quand même personnellement. Oui, mais bon, alors donc pour vous être agréable et puis pour parler de football et de votre livre, j'ai invité des écrivains. Alors Daniel Picouli, qui est romancier, qui a écrit 3 livres sur le football, dont Le 13e but, qui est un livre très amusant et délicieux. Alors il paraît que vous êtes blessé? Oui, je me suis blessé au ménisque. Alors je fais croire que c'est sur un tacle de Thuram et de Zidane, mais en fait c'est en dansant le rock'n'roll dans une fête bretonne. Ah bon, c'est pas le football? Mais non, mais j'essaie de le faire pour raconter à ma fille plus tard, parce que ça se raconte pas le rock'n'roll dans une fête bretonne. Donc vous allez vous faire opérer du ménisque? Voilà, absolument. Ouais. Bon, d'ailleurs, moi ça me fera une cicatrice que je pourrais montrer. C'est déjà ça. Bon, Didier Deninx, alors Didier Deninx, j'ai eu la surprise de rencontrer au Stade de France, je ne m'attendais pas du tout à l'y voir, au Stade de France pour le match Restart Saint-Étienne. Qui se voit Didier Deninx? Alors j'ai pensé que vous ayez, bon, j'ai vu que vous aimiez le football, et vous étiez un supporter du Red Star, là.
Oui, j'ai habité un petit peu à Pleyel, donc j'allais voir les matchs au Stade Boer. Et puis j'habite à 1,5 km du Stade de France, et c'était des endroits où il y avait l'EDF, GDF avant qui était installé là, et c'était des endroits où j'allais très très souvent. Et en plus, Saint-Denis, c'est ma ville natale, donc je ne pouvais pas faire autrement. Oui, mais vous aimez le football aussi? Oui, je ne suis pas un spécialiste comme ça, mais c'est des spectacles que je regarde avec plaisir. Très bien. Et puis alors, Françoise Dorin, alors là aussi, j'ignorais que vous étiez une experte en football? Oui, et puis, enfin, une experte, il ne faut pas exagérer, je ne suis pas une spécialiste, et c'est surtout pour la charge émotionnelle que comporte le football que j'aime le football. Mais ce n'est pas d'hier du tout, ce ne date même pas de la Coupe. J'avais 8 ans. Ça ne date pas d'hier, j'étais la groupie d'un goal que vous n'avez sans doute pas connu, même Aimé Jacquet. C'était le goal du Racing Club de France qui s'appelait Iden. Et il y avait une petite fille de 8 ans dans les tribunes de Colombes qui criait Iden, Iden, Iden. Ben, c'était moi. Ah, oui. Voilà, vous voyez que c'est pas d'hier. Ça fait pas jeune, mais ça fait référence. Ouais. Ah oui, Iden, c'est... Il y avait Vénante, il y a Jordan, vous voyez que... Ah oui, non, je oui. Hein, Aston? Oui, Aston, bien sûr. Oui. Attendez, la couture, oui, bien. Ah oui, oui. Hein. Et d'ailleurs, dans votre dernier roman, La Courte Paille, passe des joueurs de football. Il y a même une scène où à un moment, on voit Guy Varch à la télévision. Oui, absolument. Vous essayez toujours de mettre un peu de football dans puisque c'est un roman sur la chance, et que j'ai vu dans le livre de Aimé Jacquet que plusieurs fois, il est question de la chance. Oui. Page alors, 88 et 111. Voilà. Alors j'avais invité Éric Orsena et Francis Huster. Éric Orsena a dû se décommander pour des raisons personnelles il y a 3 jours, et Francis Huster s'est décommandé il y a quelques heures pour des raisons familiales assez graves. Enfin, je pense que c'est les raisons. Je ne peux pas imaginer que c'est une chaîne concurrente qui aurait pu là aussi exercer des pressions pour que 2 écrivains ne viennent pas dans mon émission. Ce qui serait d'ailleurs formidable, parce que ça mettrait alors le statut, disons, social à la télévision de l'écrivain à la même hauteur que le statut social du joueur de football, ce qui serait un progrès quand même considérable. Hein. Voilà. Alors, et puis alors, Jean Lacouture. Et Jean Lacouture. Alors Jean Lacouture n'est pas mon invité, c'est le vôtre. En effet, apprenant que vous aimez beaucoup les livres d'histoire, je vous ai dit, alors quel est l'historien que vous aimeriez avoir sur le plateau? Alors vous m'avez répondu, vous m'avez fait répondre plutôt Jean Lacouture. Pourquoi? Oui, parce que je connais Jean Lacouture par des livres, surtout De Gaulle, et je dois dire que ça m'a beaucoup passionné. Ensuite, on a eu la chance de se rencontrer, et on a, en tant que Bordelais, puisque j'ai un peu passé du côté de Bordeaux, on a échangé, et j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter M. Jean Lacouture. Et alors, on en parlera tout à l'heure, il vient de publier une biographie de Greta Garbo, c'est publié conjointement par Liane Lévy et Le Seuil. Alors, mais vous êtes plutôt rugby quand même, Jean Lacouture. Je suis en effet plutôt rugby, je suis né dans le rugby, dans le vin et dans le rugby, oui. Alors, je n'aime pas beaucoup l'eau, mais j'aime le football. Ah oui, quand même. Oui. Oui. Et pourquoi aimez-vous le football? Le rugby, je place le rugby au-dessus de tout. D'ailleurs, j'ai arboré une cravate de la Fédération française de rugby pour montrer que je reste fidèle. Mais j'aime aussi beaucoup le football, bien entendu. Enfin, j'aime le football. Je trouve le rugby a une densité poétique tout à fait au-dessus, mais je trouve que le football, bien joué, c'est de la très belle prose, c'est très bien. Vous appréciez la densité poétique du rugby au-dessus du football? Je ne suis absolument pas d'accord, et d'ailleurs il a choisi un but extrêmement littéraire. On en parlera tout à l'heure, pour montrer que le football, ça s'écrit. Oui, aussi. Alors il faut le dire, effectivement, j'ai demandé à chacun des invités de choisir un but et qu'il commentera lui-même, et j'espère que vous serez intéressés par le choix de ses invités. Aimez-vous lire? J'adore, j'ai découvert la lecture très tard, c'est-à-dire à peu près vers 19 ans. Et comme nous avions de très grands déplacements à cette époque-là, on met pour aller Saint-Étienne-Bordeaux, 11 heures. Ah donc, moi, je n'aimais pas trop jouer aux cartes, parce qu'à cette époque-là, il faut savoir jouer aux cartes. Donc, je lisais beaucoup, et c'est là que j'ai découvert la lecture, et je me suis jeté sur... Et vous continuez? Ah oui, j'aime beaucoup. C'est une grande détente, et puis ça permet je dirais, de bien se reconcentrer personnellement. Oui. Et même pendant la préparation de la Coupe du Monde, vous aviez trouvé le temps parfois de lire? Oui, très peu. Très peu, mais vous on avait tellement de... Mais qu'est-ce que vous aimez lire? J'aime bien, moi, lire l'histoire. J'ai commencé, bien entendu, par des romans, mais après, j'ai lu l'histoire parce que j'aime bien ce qui est un tout petit peu plus réel, et je trouve que ça permet aussi de se projeter dans la vie. C'est ce qui est quand même quelque chose de très, Quels très sont les fort. Romanciers que donc plus jeunes vous lisiez? Henri Amouroux.
Ah non, ça, non, mais c'est un historien, oui, ça. c'est historien. Oui. Non, non, je parlais des romanciers. Je ne m'en souviens plus de... Alexandre Dumas, comme tous les ans. Oui, non, mais pas trop. C'était plutôt des romans... Alors, dans les historiens, donc il y a La Couture, il y a Amouroux, il y a... Tout à fait. Et puis... Je sais pas, j'ai comment dirais, Claude Roy, enfin, oui. toute une... Des curiosités. Au fond, vous aimez lire utile, non? Oui, puis moi j'étais tout à fait passionné par la période 36, 39, je découpe 39, 43, 41, 41, 43, 43, 45. Voilà. Ça, c'est mes périodes, je trouve que... Oui, alors vous êtes né d'ailleurs en 41? Tout à fait. Puis je pense que c'est aussi un souci de savoir ce qui s'était passé, parce que le grand-père m'a parlé, mon père, dans le peu de temps que je l'ai connu, où nous avions des rapports un peu plus proches, c'était difficile de faire parler de cette période-là. Et il s'est passé des choses, même dans mon petit village. Alors ce livre là, qui vient de sortir, là, qui est sorti aujourd'hui, c'était un désir, un véritable besoin, ou bien je dirais une simple opportunité qui découle de la gloire qui est aujourd'hui la vôtre? Déjà au départ, je n'avais pas du tout envie de faire un livre. Puis, c'est pas du tout dans mon esprit de me livrer. Et puis c'est tout mon entourage qui a insisté. Alors je me suis dit oui, puis il faut faire quelque chose parce que d'une part, je voudrais quand même dire ce qui s'est passé, ma vérité, la vérité de ce que j'ai vécu, ma vérité. Ensuite, j'avais un peu peur, je ne vous cache pas, que ça soit mal repris ou repris, qu'on sorte des livres comme ça et puis qu'on dise un petit peu n'importe quoi. Alors j'ai dit, je vais faire quelque chose, mais ça m'a coûté beaucoup. C'est une gymnastique terrible. Ça m'a pris beaucoup de temps et je dois dire que si aussi Philippe Tournon, qui a vécu 4 ans et demi avec moi, qui est un ancien journaliste, qui a su aussi me retraduire. Je crois que j'aurais pas fait. Il a fallu brusquer votre pudeur. Oui, puis il y avait aussi dans mon idée ne pas trahir ce que j'appelais le langage intérieur de l'équipe. Nous avions un langage intérieur très fort. Je sais que ça fait beaucoup rire, ça, mais ça, c'est le langage profond, confidentiel, plein de complicité, plein de chaleur, plein d'exigence. Et aucun joueur n'a trahi. Alors moi, j'étais un petit peu, je dirais, très embêté. Je dis, si je fais un livre, je ne vais pas faire un livre et dire... Qu'est-ce que c'est que ce langage C'est-à-dire, ce sont les rapports que nous avons à l'intérieur de l'équipe. Société secrète? Non, pas société secrète, mais qui permet de bien vivre sa vie, de se dire les choses d'une manière directe, d'une manière parfois très dure, d'une manière par moments très sympathique. Donc c'est tout ça, donc on n'a pas le droit de trahir par moments des confidences qu'on a des joueurs, parce qu'on a des moments dans cette Coupe du Monde où on vit dans la tension, l'émotion, la pression, on a des moments où on peut quand même échanger, écouter le joueur. Ça, c'est très important. Et puis on sent très bien que vous avez écrit ce livre, c'est pour raconter comment ça s'est construite, cette victoire. C'est 2 ans de travail. Oui, comment ça a été organisé. Et il y a un mot qui revient très souvent, alors c'est gérer. Ah, vous adorez gérer. Hein. Je sais pas vous aimez gérer. Hein. Ah bon? Ah oui, si, vous aimez gérer. Je ne sais pas si j'ai bien géré, mais... Ah si, oui, le résultat est là. Non, mais je dirais que c'était important de bien faire comprendre quel a été le fil conducteur de ces 2 années. C'est parti du championnat d'Europe. Vous y étiez, je vous y ai vu, et on était un petit peu en colère, on venait de manquer cette demi-finale, ça s'était mal terminé, on n'a retenu que ça. Donc une grosse colère entre nous, et puis une envie de dire, eh bien, dans 2 ans c'est la Coupe du Monde, on va voir ça. Donc j'avais demandé à mon président 3 semaines de réflexion. Et moi, 3 semaines, c'est la montagne, c'est la réflexion. Et j'avais tout mis. J'ai tout avec les contacts de mes entraîneurs, j'ai tout mis. Et puis j'ai dit, quand je suis revenu, j'ai dit seulement 3 mots au président Simonet. J'ai dit, je suis prêt, ça va vous coûter cher, et on va être champion du monde. Et voilà, on est parti dans l'aventure comme ça. Et puis aussi, ce livre est fait aussi pour prouver que celui qu'on appelait ironiquement le brave type, c'était un homme de foi, d'expérience, de conviction, d'intelligence aussi. C'était aussi pour montrer ça quand même. Oui, bien sûr. Ben, on n'est pas les entraîneurs, on a toujours l'impression qu'on est pris pour un petit peu pour non pas des gens qui réfléchissent pas ou qui sont bornés. Non. On sait quand même faire, on a quand même, je dirais, une manière psychologique d'aborder les événements, on a une philosophie de vie, on a une philosophie
je dirais, de rapport, donc au contraire. Et puis vous avez voulu aussi, je pense, prendre une revanche sur les blessures que vous avez endurées pendant plusieurs années, venant notamment de la presse. Oui, mais ça c'est venu bien après, vous voyez. Ouais. Bon, moi, de ce côté-là, j'avais dit ce que j'avais à dire. Pour moi, le terrain avait donné son verdict, c'est terminé. Je ne pardonne pas, parce que ce sont des gens qui à mon avis, qui ne sont pas fair-play, qui ne sont pas du milieu du foot. Et quand on écrit dans un journal que de foot ou de sport, il y a un minimum, même si la critique, et je te comprends très bien, elle fait partie, on connaît tout ça. Mais Jacquet, est-ce que le refus de pardonner un an après, n'est-ce pas d'une certaine manière le comble de l'orgueil? Oh, peut-être, mais je ne veux pas qu'à travers cet événement, eh bien, on dise, bon oui, mais maintenant, il est champion du monde, c'est un mec bien sympa, et il nous a pardonné, et puis dans 2 ans, c'est les mêmes, ils ont gagné la Coupe du Monde. Hein. C'est eux qui ont gagné la Coupe du Monde, je veux dire, dans un peu de temps. Je les connais un petit peu, hein, je les ai pratiqués. Il faut dire qu'on parle de l'équipe, parce qu'on n'a pas encore dit que c'était les rapports qu'il y avait eu, les rapports oui, on a compris. Il n'y a qu'un journal sportif, il n'y en a pas 2. S'il y en avait 2, peut-être que ça fonctionnerait mieux, d'ailleurs. Bon, alors Madame, Messieurs, après avoir vécu la Coupe du Monde, après avoir lu le livre d'Aimé Jacquet, je voudrais savoir au fond, je vais commencer par vous, Jean Lacouture, au fond, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Aimé Jacquet? Quelles questions avez-vous envie de lui poser? Qu'avez-vous à dire aux téléspectateurs? J'ai envie de lui poser une question. Cette équipe, on l'a admirée ou aimée, elle a très bien joué. Elle a été en partie populaire par son aspect pluriethnique, si on peut dire. Elle donnait de la France une image plurielle qui, je crois, comptait beaucoup dans l'approbation, l'acclamation générale. Le soir du 12 juillet, je crois qu'il y avait l'impression chez les Français quelque chose qui était qu'une France multiple avait gagné. Est-ce que chez vous, il y a eu une volonté de faire cela, ou simplement vous avez choisi les joueurs pour des raisons techniques? Il n'y a pas eu la volonté de la pluralité des couleurs qui était en tout cas merveilleusement réussie. Le sélectionneur sélectionne les meilleurs. Et puis après, il pense à son équipe, comment il peut la faire jouer ensemble. Non, c'est l'image du football français. Vous avez cette équipe, c'est le reflet de la France. C'est aussi... reflet du football français et de la société française? Tout à fait, tout à fait. Puisque nous sommes depuis très longtemps, nous avons la chance de côtoyer tous ces Français de différentes couleurs, différentes religions qui viennent de pays différents il y a très longtemps. Donc ça, c'est le reflet. Cette équipe de France, d'ailleurs les Français se sont identifiés dans cette équipe parce qu'elle représente la France. Et je dois dire que c'est une grande fierté pour nous parce qu'il y a des garçons qui ont, je dirais, une flamme et une force intérieure. Je prends par exemple un garçon comme Zidane. C'est un violent intérieur. Zidane. Et c'est pour ça, parce qu'il représente la France. Et je suis persuadé que ça l'a donné encore plus de force. Ouais. C'est vrai. D'ailleurs, on l'a appelé après cette équipe l'équipe bleu, blanc, black. C'est ce qui avait été donné. Didier Deninx. Non, moi, dans le livre, c'est quand Aimé Jacquet parle beaucoup de trahison. Il dit j'ai pas voulu être trahi, j'ai pas voulu que les autres joueurs soient trahis. Et en lisant le livre, c'est tout l'appui qu'il y a sur la jeunesse en milieu ouvrier. J'ai l'impression que ça, c'est des vertus qu'il y avait dans une certaine partie de la société. Refus de se renier, refus de trahir, et en même temps, un appui énorme sur le travail. Et donc ça, c'est trois choses qui reviennent souvent dans le livre. Alors, vous voulez poser une question? Cette question-là, c'est un petit peu cet appui sur les origines est vraiment très important. Oui, tout à fait, puisque moi, je viens d'un monde rural, et puis, je connais le monde ouvrier, où je connais la solidarité, et puis je connais, je dirais, la convivialité. L'usine, à cette époque-là, il faut le dire, il y avait beaucoup de travail, et puis il y avait une grande solidarité, on vivait tous ensemble, on allait prendre le verre de l'amitié ensemble, on se remplaçait s'il fallait, et puis moi, je dois dire, je dois tellement à mes copains d'usine, dont un
s'est sacrifié, puisqu'il m'a permis, attendez. d'aller au... Alors, justement, je le dis aux téléspectateurs, et on va voir d'ailleurs, cet épisode, vous étiez fraiseur à Saint-Chamond, en même temps que vous faisiez, au fond, de foot, vous faisiez le 2, et donc il y a eu Roger, il s'appelait Roger Berne, et dans l'émission de Gérard Rolls, Un monde foot, eh bien, Dominique Leglou avait retrouvé Roger, alors on va le voir. Direction Saint-Étienne, l'usine de Saint-Chamond. Les 3-8, ouvriers, tourneurs, fraiseurs à 16 heures, le reste du temps, footballeur. J'ai eu la chance d'avoir un bon pote qui s'est un petit peu sacrifié pour moi, pour me permettre d'aller en entraînement. Il faisait le poste le matin, il s'appelle Roger Berne. Et c'est un mec fabuleux qui s'est sacrifié, il a fait le poste du matin. Tout le temps pour me permettre de m'entraîner. Et moi, je venais à la machine l'après-midi. Non, il ne me doit absolument rien. Hein. J'ai fait ce que je devais faire. Ah, c'est Roger, admirable Roger, hein, c'est super. Voilà, donc c'est vrai. Et oui, alors il faut me dire aussi que c'est vrai que vous êtes né. Alors il y a quelque chose quand même d'un peu exemplaire dans votre destinée. Vous êtes né dans un petit village, donc Seille sous Cousan. Vous êtes le fils du boucher, Modeste Boucher, bien entendu. Après, vous devenez, parce que vous ne faites pas de brillantes études, vous devenez ouvrier, vous devenez fraiseur. Puis finalement, vous vous en sortez, comme on dit, grâce au football, comme beaucoup de jeunes d'ailleurs sortent des banlieues grâce au football ou au sport. C'était la période où le football n'était pas organisé comme maintenant. Nous étions tous, je dirais, nous avions tous un travail. Et à un moment, c'était le choix après. Ah oui. C'était le choix, c'était difficile après. Oui, c'est vrai. Alors, Françoise Dorin. Je veux dire qu'en tant que romancière, j'ai un petit peu l'habitude de m'identifier assez facilement aux personnages que je décris, mais aussi de me mettre à la place des gens que je vois dans les livres ou que je vois dans la vie. Et quand j'ai regardé la Coupe du Monde, je me suis assez facilement identifiée à tous les joueurs et vous n'imaginez pas le nombre de shoots que j'ai pu donner, ça me fatiguait horriblement. Et je me suis aussi... écoutez, dernièrement, pardon, il ne s'agit pas de la Coupe du Monde, mais de Marseille-Parme. Vous savez que... Parme, oui. Laurent Blanc a tiré un penalty. Oui. Bon, déjà, les pénaltys, je ne supporte pas puisque c'est moi qui shoot. Mais on lui a fait retirer, l'arbitre avait signalé un pied dans la surface. Eh bien, je n'ai pas pu supporter et moi, à la place de Laurent Blanc, vraiment, je ratais le pénalty. Lui, il l'a réussi. Mais alors, si vous tirez autant de buts, vous allez certainement vous faire opérer du ménisque avant peu. Oui, c'est bien possible. Cela dit, Daniel Picouli dit dans son livre une chose absolument merveilleuse, c'est que quand la France gagne, il y a 60 millions de supporters et quand la France perd, il y a 60 millions de sélectionneurs. Oui, bien sûr, mais ça c'est voilà. Bien. Alors, quelle est la question que vous voulez poser Donc, je me suis identifiée à Aimé Jacquet et j'ai eu vraiment de la peine, j'ai souffert pour vous sous toutes les critiques que vous avez eues et je dois vous dire que j'ai explosé de joie, d'abord pour l'équipe de France, mais aussi personnellement pour vous, quand j'ai vu que nous étions champions et que nous vous le devions en partie, évidemment, il y a les joueurs avec. Et cette explosion, je l'ai retrouvée dans votre livre et je dois vous dire honnêtement que j'ai eu la gorge serrée en lisant votre premier chapitre où l'on revit totalement cette explosion de joie, où vous dites que vous êtes dans un état second et qu'il y a des moments qui vous ont échappé. Ouais. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Disons que ça faisait 2 ans où j'étais complètement impliqué dans cet objectif. Je ne vivais que pour ça et mon but, c'était de gagner la Coupe du Monde. Avec, bien entendu, mon staff, mes joueurs, nous voulions. Par le talent des joueurs, eh bien, le jour quand cette finale est arrivée, je me souviens très bien quand Emmanuel Petit a marqué le 3e but, j'ai dit, on est enfin champion du monde. Oui, et quand j'ai pris la Coupe du Monde, j'ai dit, celle-là, elle est à nous, et personne ne nous l'enlèvera. Oui. Et à partir de là, c'est la coupure. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Vous êtes d'ailleurs, je ne sais plus. D'après ce que j'ai vu le récit, oui, vous commencez d'ailleurs le récit là-dessus, sur ce trou. Tout à fait. Complètement. Et vous êtes le seul quand même français à avoir dormi avec la vraie Coupe du Monde. Ah oui. Le seul. Tout à fait. Parce qu'après, hop, il y a une copie qui remplace vous êtes le seul à avoir dormi avec elle. Tout à fait. Sexuellement, c'est... Très bien. Très bien. Bon, très bien. Bon, très bien. Alors, oui. Une réponse une question curieuse, simplement.
est-ce que vous connaissez le secret du baiser de Laurent Blanc sur le crâne de Barthez? Non, pas du tout. L'origine de cette superstition. C'est un réflexe qu'on a souvent, et puis comme ça a marché, on a gagné, on répète. Ah oui, d'accord. C'est la superstition. Oui, vous bien ne sûr. connaissez pas la Il y en a source de beaucoup. ça. Hein, vous êtes superstitieux? Pas du tout. Pas du tout. Ah non, pas du C'est tout. un des rares. Alors, Ah non, oui, j'ai toujours été très amusé quand je voyais mes camarades dans le vestiaire faire les mêmes gestes, se promener toujours dans la même tenue, dans la préparation, c'est-à-dire ils s'assoient au même endroit, ils font les mêmes gestes, et puis il y en a qui se baladent tout nus avec que les chaussettes. Ils commencent par toujours la chaussure gauche, la chaussure droite, il y a tout ça va jusque dans les supporters, parce que maintenant, il y a des gens qui mangent toujours la même pizza parce que la France a gagné. Alors ils prennent sa piperone parce qu'on a battu la Croatie, et ça a été comme ça jusqu'en finale. Alors, donc les habitudes alimentaires. c'est vous qui avez la parole maintenant. Oui, moi, ce qui m'a beaucoup ému dans le livre, c'est ce dont a parlé Didier, c'est-à-dire l'enracinement ouvrier. Moi, je suis fils d'ouvrier, mon père était chaudronnier, et quand je vois le reportage qui est passé tout à l'heure, c'est-à-dire que le silence aussi, c'est-à-dire se comprendre sans trop se parler, comme à table, comme on le fait parce qu'on a une journée de travail, qu'on revient, et que le père ne parle pas trop à table, et qu'on comprend quand même. Et tout à l'heure, Bernard Pivot faisait semblant de croire que vous étiez une société secrète, alors que presque tout le monde a vu les bleus dans les yeux. Et là, on a tous compris. Et je pense que c'est là qu'on a compris ce fameux langage que vous partagez. Dont on a vu de larges extraits dans l'émission de Drucker. D'accord, voilà. Et c'est là qu'on a compris, parce qu'on est aussi beaucoup de gens sont arrivés, Coupe du Monde, on a tous, Jacquet, bravo, mais on a été aussi, nous, dans la compréhension. On ne savait pas ce qui se passait. C'est-à-dire que j'allais dire que si on avait vu ce film-là avant, on n'aurait pas été inquiet, parce qu'il ne faut pas croire que les gens n'ont pas été inquiets sur le parcours de l'équipe de France. Tout le monde, aujourd'hui, on dit, on est champion du monde, c'est formidable. Mais on l'a été, hein, mais il faut le savoir, il faut le comprendre. Et je crois que le parti pris que vous avez choisi, du silence, de cette espèce de fraternité, du secret, a eu comme conséquence aussi que ça nous a inquiétés. C'est pour ça d'autant plus qu'on a été libérés par la victoire. C'est ça que je veux dire. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez une notoriété, une gloire tout à fait exceptionnelle. La preuve, c'est que France 2, quand même, vous consacre toute une soirée. C'est rare hein, dans l'histoire de cette chaîne. Hein. C'est tout à fait exceptionnel, croyez-moi. Hein. Bon, alors, rappelez-vous, toujours dans cette émission là, de Gérard Rolls, bien, à un certain moment, je vous avais posé une question, vous allez voir. Si vous gagnez la Coupe du Monde avec l'équipe de France, vous entrez dans une sorte de... Pourquoi si j'espère bravo, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. On va gagner la Coupe du Monde. Eh bien, je vous le souhaite. Et en ce moment-là, vous entrez dans une sorte de panthéon du Panthéon et vous rejoignez Jeanne d'Arc, Pasteur, Hugo et Charles de Gaulle. Hein. On va gagner. Bon, alors, c'était à peine exagéré, hein. À peine. Oui, mais maintenant pour vous aussi, pourquoi si, c'est vrai. Oui, non, mais vous êtes quand même dans une sorte de panthéon quand même, hein, c'est vrai. Vous côtoyez quand même les plus grands dans la gloire, là. Hein, non. Alors, est-ce que vous vous rappelez les commentaires que certains journaux ont faits? Je suis sûr que Jean Lacouture s'en souvient. Après la Coupe du Monde, seul coup, on a dit il y avait les années tapis et maintenant il y a les années Jacquet. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disaient il y a eu les années tapis, c'est-à-dire les années de l'esbrouf et d'un peu de la combine, et puis les années Jacquet, c'est-à-dire les années de la fidélité, de la rigueur, de l'honnêteté. Est-ce que vous les avez lus ces papiers? C'est pas possible, vous ne les avez pas lus. Quelle a été votre réaction? Ça vous a gêné? Vous avez été fier? Ah non, je ne peux pas dire que ça m'a gêné. J'étais fier, bien entendu. Mais ça prenait des proportions qui m'inquiétaient un petit peu. J'aime pas trop qu'on soit dans l'excès aussi bien d'un côté que de l'autre. Je préfère plutôt un petit peu le retrait. Mais c'est vrai que l'identification de cette équipe, parce que c'est l'équipe, c'est pas Jacquet, c'est l'équipe, c'est le talent des joueurs, faut pas l'oublier. Oui, c'était vous qui représentez. Oui, non, mais c'est vrai que le leader, il donne je dirais un rythme, il donne une manière, un comportement, un fonctionnement. Mais bon, quand même, c'est que du football. Et puis, attendez, et modeste, un peu d'humilité. La barre, c'est sûr, ça se joue sur une barre. Et nous avons lourdement payé, il faut faire attention. Alors, il faut quand même bien relativiser. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, d'une certaine manière, vous passez pour un homme exemplaire, pour un parangon de vertu, hein, quand même. Là, je suis un peu inquiet. Là. Oui, non, mais c'est vrai, hein, n'est-ce pas, Jean Lacouture? C'est pas un peu vrai, ça? Oui, bien entendu, oui, c'est vrai. Mais je voudrais demander à Aimé Jacquet, c'est une question imprudente, mais tout de même, est-ce que vous rejetez tout
de tapis. Est-ce que vous considérez qu'il a été à une certaine époque une dynamo de la société du football, mais une dynamo avec pas mal de création, on peut dire, n'est-ce pas? La qualité de l'homme et là, il a su donner une envergure, un rayonnement, il s'est impliqué totalement. Bon, ben, Marseille a décroché la Coupe d'Europe, elle a fait 2 finales. Bon, je crois que c'était un homme de tempérament et puis qui avait, lui, une facilité de communication. Bon, ben, c'était sa manière de vivre. Oui. Vous avez eu affaire à Bordeaux, au tapis bordelais qui était Claude Bèze, dont vous ne dites pas dans votre livre que du bien. Non, je ne pense pas avoir dit du mal. Oui. C'était un homme que j'ai connu tout de suite par une entrevue où il m'avait demandé de venir le voir. Il voulait que je sois l'entraîneur de Bordeaux et c'était très surprenant parce qu'on s'est vu, je sais pas moi, 10 minutes et je me souviens très bien de voir rentrer et me saluer, et puis il me dit est-ce qu'il paraît que tu es bon? Alors, on va voir si tu es bon, et je vais te donner un challenge de 3 ans, et il faut qu'on soit européen, et puis on a parlé de 3 jours, et puis il est parti. Alors, pourquoi n'avez-vous pas voulu, comme les joueurs d'équipe de France, toucher les dividendes de votre renommée? Tous les joueurs d'équipe de France font de la pub, ils gagnent énormément d'argent avec la pub, et vous, pas du tout. Pourquoi? Non, parce que je pense que je suis d'abord un éducateur, et puis il me semble qu'il y a des choses que je peux faire, que j'aime faire, et puis il y a des choses que je peux pas faire. Je ne peux pas faire. Vous pouvez pas faire quoi? Cette publicité, je peux pas le faire. Bon, j'en ai accepté 2. J'ai accepté parce que c'était à mon avis la suite logique, puisque ma femme est engagée dans cette action, les hôpitaux de Paris et de France. Et bon, c'était Madame Chirac qui était donc la présidente. Bon, j'étais très heureux, très fier aussi de rencontrer Madame Chirac. Donc, je me suis impliqué. Puis je trouve que c'était un engagement personnel parce que j'ai toujours pensé, et ça on le ressent dans le football aussi, les anciens on les oublie, allez hop, on les met sur le côté et on n'en parle plus. Je trouve qu'on a la mémoire un peu courte vis-à-vis de nos anciens, ils méritent respect. Et une société qui ne respecte pas ses anciens, c'est une société qui ne va pas bien. Et moi je trouve que là, il faut quand même que les gens se mobilisent. Il y a trop de personnes âgées seules. Et moi, déjà, j'étais un petit peu engagé par... Alors ça, c'est la première chose. Et la deuxième, bon, ça s'est fait un petit peu bizarrement, vis-à-vis de la jeunesse, et c'est un petit peu vis-à-vis des lycées professionnels. Alors, on m'a approché en disant, oui, ce sont des gens qui n'ont plus d'avenir, ils ne savent plus, comment dirais-je, aborder la vie, ils sont rejetés, et ce sont des gens qui... Moi, j'ai dit, mais c'est mon parcours, et moi, je veux faire ça. Eh bien, écoutez, on va le voir, ce spot-là. Allons-y. Alors, les enfants, maintenant, il faut y aller. Il faut croire en vous. Votre avenir, c'est vous qui allez le choisir, c'est pas moi. Moi aussi, j'ai douté. Qui n'a pas douté? Mais il y a un moment où il ne faut plus se poser de questions. Il faut foncer, avec courage. Car la vie, ça va vite, ça va très vite. Et le pire, ce sont les regrets. Se dire, ah, si j'avais su, ah, j'aurais dû. Ceux-là, ils ne réussissent jamais. Alors maintenant, à vous de jouer. Soyez de vrais professionnels. Vous avez l'âge des grandes décisions. C'est le bel âge. Croyez-moi. Et il n'y a rien de plus beau que de faire un métier qu'on aime. Votre avenir, vous êtes libre de le choisir. Choisir le lycée professionnel, c'est entrer de plein pied dans la vie active. Lycée professionnel, un diplôme, un métier, un emploi. Des questions? Oui. Des questions est formidable. Vous l'avez répété souvent, là, Paul? Moi, j'ai passé 2 jours. C'est terrible. L'enfer, hein? C'était l'enfer. C'est l'enfer pour les profs, parce que maintenant, il faut être aussi bon que Jacquet en classe. C'est pas facile. Oui. Mais c'était marrant, parce que tous les élèves voulaient m'aider. On répète, on se trompe, on a bien répondu, le crayon qui tombe. Et puis on oublie le texte, et puis ils voulaient m'aider. Hein. Oh, c'était marrant. Oui. Alors, ça, c'était pour Claude Allègre. Voilà, donc pour les lycées professionnels, parce que c'est pas une voie de garage, pas du tout. C'est peut-être pour certains jeunes. Oui, mais c'est votre carrière, ça. Tout à fait. Oui, tout à fait. Bien sûr. Écoutez, là, j'avais envie de lui demander si on n'avait pas approché pour les élections européennes. Aucun parti ne vous a cherché de vous
vous engagez. Non. Ah oui, c'est un malheur. Oui. Mais c'est vrai qu'on voit à travers quand même tout ce que vous venez de dire, et surtout si on a lu votre livre, on voit cette fidélité que vous avez donc à vos origines, à votre village, à vos copains, votre fidélité aussi à vos méthodes, à ce que vous croyez et que vous n'abandonnez jamais en route, et une sorte de fidélité à vous-même. Ça, je crois qu'il y a deux mots qui vont ensemble chez vous, c'est fidélité et opiniâtreté. Tout à fait. Oui, mais pour bien vivre sa vie, il faut vivre en harmonie avec ce qu'on aime et ce qu'on pense. Et moi, j'ai toujours dit que je ferais ce que j'aimais. J'ai eu la chance de faire ma passion. Alors, vous pensez bien, hein. C'est le plus grand bonheur, la plus grande réussite personnelle. Mais vous aviez tout de suite des dons comme meneur d'hommes, parce qu'à un moment, vous racontez que lorsque vous faites votre service militaire, vous devez partir en Algérie, et à ce moment-là, il y a un gradé qui vous dit « Ah ben non, toi, tu ne vas pas partir pour l'Algérie, tu vas rester ici, et tu vas créer des équipes de football, des équipes de judo. » Donc, il avait bien perçu en vous ces qualités d'organisateur, alors que vous aviez 20 ans. Je ne sais pas s'il avait perçu, je fais un clin d'œil à François Dorès, c'est le coup de chance, c'est le petit coup de pouce du destin. Non, j'avais une fiche et je me rappelle très bien, je suis devant on est au présenté des couleurs et Jacquet sortait des rangs. Je sors du rang, commandant, qui dit « Vous êtes un sportif ?» Non, pas trop. Commandant. Non, pas trop, parce qu'à l'armée, il ne faut pas trop. Je ne savais pas me retrouver en cuisine. Non, il me dit « À partir de demain, il faut faire la culture physique à tout le monde, réveil, tout ça, et puis il faut me créer une équipe de football, une équipe de basket et du judo. » Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Et il me dit, si vous êtes champion de la 8e région, vous n'irez pas en Algérie. Vous ne partirez pas. Alors, vous pensez bien, quelle motivation. Alors, je peux vous dire que ça a été... Et même chose à Lyon, quand en 1976, vous remplacez, mais alors que vous n'êtes pas préparé pour ça, Aimé Mignot, qui était l'entraîneur, qui peut-être comme beaucoup d'autres entraîneurs a été débarqué subitement, et tout de suite, hop, on vous a dit, ben, c'est vous. Tout à fait. Donc là aussi, les gens percevaient en vous ce... Oui, mais je dirais que j'ai toujours été un tout petit peu, lorsqu'on était en bande, un petit peu le leader qui aime... c'est peut-être un petit peu plus naturel, mais pour parler de Lyon, il y a des moments où on n'est pas tout à fait prêt quand même. Oui. Alors, Jacquet le vertueux, vous savez, les compagnons, autrefois, les compagnons du devoir, ils s'appelaient toujours le devoir, le vertueux. Donc. Alors, Jacquet le vertueux, il prend quand même de sacrées colères. Je suis plutôt coléreux parfois. Et oui, ça m'a beaucoup étonné. Non, parce que je suis de nature tranquille, mais quand je suis en colère, je suis assez violent. Oui, c'est vrai. Très, très violent. Il faut faire très attention parce que c'était mon problème personnel, parce que quand on est violent, on ne se contrôle plus et les mots font très mal. Et après, ça crée des blessures. Et là, j'ai appris justement, à force de travailler avec les joueurs, quand même de me calmer un petit peu. Oui. Il y a une image qui m'avait surpris, c'est quand Zidane est expulsé et vous êtes juste à côté, vous ne lui jetez même pas un regard. Et pour tous les spectateurs, c'est absolument incroyable. C'est un drame qui se passe et vous êtes comme insensible. Oui, alors là je l'évoque, il faut bien se remettre dans l'esprit, c'est le deuxième match. Je suis très en colère. Je suis très en colère parce que je ne lui trouve pas d'excuses, surtout lui, ce merveilleux, talentueux technicien. Il a eu un geste de réflexe. Bon. Mais moi, mon problème, c'est l'équipe de France. Zidane s'en va. Bien sûr que je suis malheureux. Bien sûr que je suis en colère. Je dirais même très en colère. Mais je pense qu'à mon équipe. Et déjà, je suis fixé sur mon équipe parce que psychologiquement, ce talent s'en va, ça peut créer dans le groupe un peu de dispersion et un peu d'inquiétude. Et là, tout de suite, j'interviens sur le groupe. C'est ça, c'est tout ça. Mais vous racontez une colère aussi que vous avez prise à la mi-temps du match de qualification France-Azerbaïdjan. Alors la France menait 3-0, vous prenez en colère. Votre colère est formidable parce que finalement la France gagne 10-0. Alors, oui, mais on n'aurait pas gagné 10-0. Si vous n'étiez pas mis en colère. On n'aurait pas gagné. Alors mettez-vous en colère chaque mi-temps. Non, ben, ce serait trop facile. Il faut avoir des arguments pour se mettre en colère. Là, j'avais mes arguments. Parce que je voyais que ça s'effritait. 3-0, une équipe et on connaît tout ça. Et puis, moi, j'avais une échéance un mois après. C'était le fameux match à Bucarest. C'est là, dans ma tête. D'ailleurs, je me souviens tellement, tout mon entourage me dit « Pourquoi tu t'es mis en colère ?» Tu vas voir pourquoi je me suis mis en colère. Je vais t'expliquer. Parce que je sentais qu'il y avait besoin. C'est ça l'entraîneur qui, à un moment donné, doit surprendre ses joueurs. Si vous ne surprenez pas votre groupe, on devient bien gentil, là, tout le monde est beau, tout va bien. Et ça, c'est redoutable pour l'entraîneur. On a entendu tout à l'heure chez Drucker un passage des Guignols.
où ils ont admirablement recréé votre accent stéphanois. Et j'ai toujours pensé que vos problèmes de communication venaient en partie notamment avec les Parisiens à cause de votre accent stéphanois, parce que je ne sais pas pourquoi, évidemment à Paris on préfère l'accent provençal à l'accent stéphanois. C'est vrai. Et donc, mais je pense qu'aujourd'hui, votre accent stéphanois est devenu à la mode. Je pense qu'il est devenu à la mode. C'est vrai. L'entraîneur de Marseille, s'il avait votre accent stéphanois, dirait les mêmes choses, ça ne passerait absolument pas. Mais comme il a l'accent de Provence, là ça passe très bien. Qu'est-ce qu'il passe de sa marionnette des Guignols? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous la trouvez Alors moi, non, c'était sympathique, puis par moments c'était un peu plus dur, mais on aime bien les Guignols, mais quand on n'y est pas. Oui. Quand on y est, par moments, c'est un peu difficile. C'est ce qu'il a déclaré tout à l'heure chez Drucker lorsqu'on lui a présenté. Alors, à l'émission de Gérard Rolls, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, dont j'ai montré 2 extraits, voici un autre extrait qui va vous prouver que vous avez été un fameux pronostiqueur. Vous avez vu les matchs de préparation, là, qui vous inquiète, qui vous plaît, vous redoutez qui pour le mondial? Un trio. Oh, je pense qu'il y a une équipe qui est au-dessus de tout le monde, c'est le Brésil. Hein. Ouais. On le sait très bien, tout le monde le sait, mais ils ne sont pas imbattables. Vous savez, sur un match, personne n'est imbattable. En Europe, il y a 6 ou 7 équipes qui peuvent être championnes du monde. Et puis, il y a 2 nations avec les événements qui se sont passés, c'est-à-dire la Croatie et la Yougoslavie, donc un nouveau drapeau, un nouveau maillot. Attention, surtout la Croatie. Eh ben alors bravo, hein. Ça bravo, la Croatie. Mais là, je n'ai pas de mérite, parce qu'au championnat d'Europe, ils étaient très forts. Et nous qui suivons constamment les évolutions des équipes, nous savions que là, nous avions en face de nous des gens talentueux et puis qui savent utiliser leur talent. C'est là qu'ils nous ont d'ailleurs déstabilisés psychologiquement. C'est pour ça que je suis intervenu après à la mi-temps. Oui. Après m'être bien fait secouer par Philippe Bergerot quand même. Oui. Mais les joueurs, cette cohabitation si longue avec des joueurs, au bout du compte, les joueurs, pour vous, vous étiez qui pour eux? Vous étiez leur frère, leur père, leur cousin, leur pote, leur gourou? Non, ben je coach, mais, oui, mais je passe par tous ces états. Et très logiquement, on vit. Je pense qu'il faut éviter. Il faut éviter ce mot coach, non, arrêtez. Vous avez, j'entends, alors coach. Oui, mais quoi, comment dire? Ça fait la mouche du coach. Qu'est-ce que vous auriez proposé à la place? Ça s'appelle entraîneur, c'est ça. Il cherche une relation humaine qui soit au-delà de cela, qui a peut-être été trouvée. Entre l'oncle, le cousin. On passe partout, on passe par différentes périodes de tension, de relaxation, de complicité, de confiance, et puis après c'est un petit peu la provocation pour pouvoir... Alors, j'ai demandé, j'espère que ça va vous plaire, mais Jacquet, j'ai demandé à nos 4 invités de choisir un but, alors on va et puis que vous commenterez. Alors, je vais commencer par Didier Denac, parce que chronologiquement, c'est celui que j'avais choisi. Alors, lequel avez-vous choisi? C'est Dugarry dans le premier match qui était à Marseille, entre la France et l'Afrique du Sud. Et pourquoi l'avez-vous choisi? J'ai choisi parce que justement, ça rappelait que le fait que Dugarry était très contesté et que c'était un des joueurs qui aurait dû être écarté selon certains journaux comme ça. Et là, il y a eu une volonté d'imposer un joueur pour ses qualités. Et puis, symboliquement, c'est lui qui marque le premier but. Et puis, là aussi, d'un seul coup, quand il tire la langue, alors, on va voir. Et là, c'est extraordinaire. Donc, France-Afrique du Sud, 12 juin. Voilà, il court. Alors, vous pouvez commenter. Et d'un seul coup, il donne la réponse à tous ceux qui l'ont contesté. Il tire la langue à tout le monde. Comme ça, et puis, il y a toute l'équipe qui se rassemble pour bien marquer le coup. C'est vrai que c'était une surprise. C'est le but le plus important. Pourquoi c'est le plus important? Parce que c'est le début de la compétition. On ne sait jamais, on a beau être bien prêt, on ne sait jamais ce qui va se passer. En plus, on vient de perdre Stéphane Guillard, ce qui est quand même toujours très embêtant. Et là, c'est le joueur le plus contesté qui va ouvrir, je dirais, but dévié, pleine lucarne. Magnifique. Et je dois dire que c'est pour nous déjà mais regardez, le bonheur. Vous allez vous regarder, vous. Alors hop, on le revoit, là, superbe, hein, de le prendre.
Mais on va voir Aimé Jacquet. Voilà. Mais alors, qu'est-ce que vous faites? Mais non, mais on a l'impression que vous êtes furieux, vous prenez votre fameux carnet. Mais attendez, c'est bizarre quand même. Non, c'est que le joueur le plus contesté est l'entraîneur le plus contesté. Donc, non, mais pourquoi? Non, mais c'est bizarre quand même, on a l'impression que vous êtes en colère. Je l'assure. Non, non, je ne suis pas en colère, je suis heureux, mais je veux. Quand vous êtes heureux, vous tapez. Ah non, pas toujours. Ah bon? Non, non. Bon. Il est important pour Dugarry parce qu'il vient de faire une toile. Oh là là, bien sûr. Il vient de faire une toile, Dugarry, juste avant. Oui. Et pour lui, c'était énorme. Alors, Françoise Dorin, qu'avez-vous choisi? Le but en or de Laurent Blanc pendant France-Paraguay, qui s'est situé, je crois, à 3 minutes avant la fin des prolongations. Oui, 3 ou 6 minutes avant la fin des prolongations, on n'en pouvait plus, on était dans un état critique, et tout d'un coup, ce but en or est arrivé avec une limpidité technique extraordinaire par Pires, Trezeguet et Laurent Blanc, et ça a été absolument comme un parachute qui s'ouvre au bout de 200 mètres et qu'on va tomber au sol et tout d'un coup on se sent soulevé. Alors voyons ce but de France-Paraguay en 8e de finale. But de Blanc à 114e minute. Voilà. Alors c'est-à-dire que... Oui, je l'ai pas vu. Alors là c'est Chilavert. Chilavert qui avait été fantastique. Oui. Alors il faut dire pour le téléspectateur qui ne saurait pas que le but en or arrête la partie. On est dans les prolongations et c'est fini. C'est la rupture totale. C'est la rupture totale. Et vous êtes tout à fait opposés d'ailleurs. Chilavert qu'Aimé Jacquet appelle l'extraterrestre. Alors vous le voyez là, Chilavert, il fait une chose dont vous parlez dans votre livre. Il est extraordinaire. Extraordinaire. C'est un grand gentleman. Il a été relevé tous ses partenaires et en plus il est venu saluer tous les joueurs français et le coach, c'est-à-dire l'entraîneur. Je dirais plus c'est la couture, je promets. Alors, Francis Huster avait choisi un but qui est un des plus beaux, vraiment, de la Coupe du Monde. Et je veux le passer, bien que Francis ne soit pas là, c'est le but d'Owen. Au cours du match à Saint-Étienne, le match Angleterre-Argentine. But absolument magnifique. Alors, on va le voir, c'était le 30 juin à Saint-Étienne. Alors, on va le voir, vous voyez, là, vous allez voir, il arrive devant le libéro, crochet du droit et tire dans la foulée. C'est la rapidité, c'est la finesse, et puis c'est le sang-froid, parce que déporté, il sait comment redresser son ballon, c'est parfait. Quoi. Oui. Et dans la conduite de balle et dans la frappe, parce qu'il s'est situé par rapport au jeu. Et puis par rapport une lucidité inouïe. Tout à fait, c'est le grand sang-froid. Un sang-froid incroyable, il a quel âge? Il a 19 ans. Regardez, voilà. Vous voyez le défenseur intelligent. Le défenseur, regardez, il s'est situé. Il a arrêté le défenseur. C'est magnifique, hein. Regardez le voit encore, là. Il contrôle, il fait l'intérieur. C'est... Voilà. On reste silencieux parce que c'est tellement beau. C'est vrai que... Voilà, l'extérieur, c'est celui-là. C'est là que le gars, il est cloué. Le défenseur, il est... Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, Jean Lacouture, vous avez choisi le deuxième but. Le deuxième but de Thuram dans la demi-finale contre la fameuse Croatie. Oui. Alors pourquoi je crois que c'est le but le plus Jacquet, si on peut dire, parce que je crois que Thuram est vraiment le joueur typiquement de cette sélection, non seulement qu'il est un homme de couleur, mais qu'il y a une sorte de gravité chez lui, si vous voulez, une sorte de sérieux, qui me paraît tout à fait représenter le style de Jacquet, avec quelques